Thank you very much. We now have a pair of presenters. C'est de quel côté, hein? Bonjour. Je m'appelle Sarah-Pierre Dubois. Je suis l'assistante de recherche de Geneviève et puis je fais ma maîtrise en relations industrielles avec son projet de recherche que je vais vous présenter. L'objet de la recherche est l'action syndicale locale en santé et sécurité du travail. Puis, on cherche en fait à identifier la variété des formes que cette action-là peut prendre, quels sont les leviers et les obstacles à son efficacité. Donc, au niveau de la problématique qui est à l'origine de cette recherche-là, c'est qu'on constate qu'historiquement, l'amélioration des conditions de travail et d'emploi qui a mené à l'amélioration des conditions de santé et sécurité au travail, c'est fait à travers l'action syndicale. Donc, cependant, il n'est pas clair quelles sont les conditions qui font en sorte qu'un syndicat va décider de s'engager au niveau d'actions qui vont améliorer la santé et sécurité au travail et quels sont les facteurs, en fait, qui vont faire en sorte que ces actions-là vont être efficaces. On constate aussi qu'au Québec, il y a peu d'études qui portent sur l'action syndicale en santé et sécurité au travail. Cependant, quand il y a des études qui existent, la majorité d'entre elles portent sur les comités de santé et de sécurité au travail au détriment de l'étude de peut-être d'autres moyens qui pourraient être efficaces. Donc, c'est ce qu'on va chercher à identifier. Donc, la question de recherche: comment les syndicats locaux agissent de manière significative sur les conditions d'emploi et de travail affectant la santé et la sécurité des travailleuses et travailleurs. Je porte votre attention sur le mot significatif. En fait, c'est qu'on cherche à identifier quelles actions sont jugées significatives par leurs pairs. Donc, on questionne des acteurs syndicaux qui nous disent en fait quels sont les syndicats locaux qui ont mené des actions significatives au niveau de la santé et de la sécurité au travail pour pouvoir ensuite faire des études de cas dans ces syndicats-là pour identifier en fait les actions qui apportent des améliorations au niveau de la santé et de la sécurité au travail. Au niveau de la méthodologie, on a tenté en fait de recréer à travers les 11 entrevues qu'on a effectuées le cycle de vie d'un syndicat. Très simplement, là, en fait, on a commencé par la syndicalisation, ensuite la formation, la négociation, que ce soit d'une première convention collective et des suivantes, ainsi que les activités de défense et de prévention. On a rencontré au total 11 personnes. On voit que sur le tableau, il y en a plus que ça, mais c'est que certains de nos interlocuteurs occupaient plusieurs fonctions. Donc, nos entrevues ont été dirigées vers toutes les fonctions que les interlocuteurs pouvaient avoir. Nos partenaires, en fait, au niveau du comité de suivi, sont les deux grandes centrales syndicales au Québec, donc la Confédération des syndicats nationaux ainsi que la Fédération des travailleuses et travailleurs du Québec. Puis brièvement, là, au niveau de l'analyse des entrevues qu'on a effectuées, ça a été analysé avec un logiciel de codage, puis on est allé de manière à la fois déductive et inductive. C'est une étude qui est un peu exploratoire, donc se baser sur des études qui sont déjà connues pour pouvoir ensuite laisser émerger d'autres moyens d'action en fait qui sont peut-être moins connus, donc apporter une nouvelle connaissance. Et puis, au niveau du cadre conceptuel, nos entrevues se sont basées concrètement sur le cadre conceptuel. Donc, en fait, les questions qu'on a posées à nos interlocuteurs cherchaient à aller identifier des réponses à l'intérieur de chacun de ces blocs-là, si on peut dire. Donc, on les interrogeait, entre autres, sur le contexte syndical national, quelles sont les pratiques syndicales nationales. On a également essayé de savoir quel est le contexte des syndicats locaux que ces personnes-là pouvaient nous identifier. Puis, on leur a également demandé, donc à leurs yeux, quels sont les leviers et les obstacles à l'action syndicale en prévention. Donc, qu'est-ce qui va aider à agir de ce côté-là, puis qu'est-ce qui fait en sorte, en fait, que parfois c'est plus difficile de le faire. Puis, pour terminer, en fait, on a également posé des questions bien spécifiques à chacun des acteurs qu'on a rencontrés selon la fonction qu'il occupait pour être capable, en fait, d'identifier l'apport de chaque fonction syndicale à l'amélioration de la santé et de la sécurité au travail. Donc, merci. Alors, comme vous pouvez voir, c'est pas ma recherche, mais vraiment notre recherche, parce qu'elle a mené toutes les entrevues avec moi, puis on a fait l'analyse et le codage toutes les deux.
Donc, ce cadre conceptuel, donc, il est inspiré à la fois, ceux qui connaissent le merveilleux modèle de l'EMCONET le reconnaîtront en partie, par mes propres travaux antérieurs sur les interventions en matière de santé et de sécurité du travail, puis aussi par la littérature, les écrits sur le renouveau syndical qui ont été utilisés là, par Rachel là, dans la présentation qu'elle vient juste de faire. Donc, malheureusement, ce qu'on voulait mettre en évidence, c'est plutôt masqué par l'orangé là, qu'on a essayé d'insérer. Oups, là, j'ai tout éteint. Oui. OK. Puis là, pour aller... C'est les flèches. OK, merci. Donc, je vais faire très, très brièvement là, un retour sur les écrits antérieurs, simplement pour faire le parallèle avec cette littérature sur le renouveau syndical. Pas pour entrer dans le détail, mais simplement pour dire qu'il semble y avoir un chemin qui mène au renouveau syndical, donc à une action plus significative de la part des syndicats sur l'ensemble des thématiques qui les intéressent, d'amélioration des conditions d'emploi et de travail. Un chemin qui mène également à aussi une meilleure action, une action plus significative sur la santé. Et là, la question qu'on pourrait examiner, est-ce que l'action sur la santé et les conditions de travail qui affectent la santé n'est pas un passage peut-être obligé ou nécessaire ou intéressant pour le renouveau syndical? Donc, dans les études antérieures, bien sûr, on peut retourner à des travaux de David Walters qui est ici, qui nous disent que pour une action syndicale efficace en matière de prévention, il faut que ce soit une priorité syndicale, donc ce qui est une question de cadrage, comme on voit les choses, que les orientations soient définies de manière collective, ce qui est donc une question de solidarité interne, que ce soit intégré les militants en santé et sécurité dans l'organisation syndicale locale, qu'il y ait de la reddition de comptes, du soutien, et éventuellement, ça va mieux quand le contexte est favorable de la part de l'employeur et qu'il soutient la présence syndicale et son action en matière de prévention. Ce qu'on sait aussi, c'est tout à fait intéressant, c'est que la densité de la représentation syndicale, qui est aussi une question de vitalité délibérative, de solidité des structures, ça a une influence sur, ça réduit donc le taux de fréquence des accidents avec perte de temps. Les stratégies efficaces ont été bien identifiées aussi dans des travaux qui ont été cités hier par quelqu'un d'un syndicat ontarien, donc des travaux de Alan Hall et auxquels a collaboré Wayne Lucha, qui a des publications récentes. Donc, l'idée que les représentants en santé et sécurité qui sont efficaces sont ceux qui ont un agenda autonome, qui s'assurent d'avoir le support des travailleurs, qui se basent pas exclusivement sur l'information qui est fournie par l'employeur, puis qui réussissent à remonter aux causes fondamentales et utilisent toutes sortes de sources d'informations pour monter des dossiers et proposer des solutions. Bon, par contre, il y a des obstacles. Le fait que ce soit pas vu comme une priorité par toutes les directions syndicales, et puis ça devient une espèce de cercle vicieux parce que le syndicat en parle pas, donc les membres s'attendent pas à ce que le syndicat s'en occupe. Puis ces obstacles-là sont particulièrement importants en matière de santé mentale, là, puis on en a vu un exemple là, avec ce que Rachel vient de présenter. Alors, un autre obstacle qui est particulier à notre mode de représentation ici en Amérique du Nord, c'est la modalité introduite là, par notre cadre légal actuel, qui est de dire l'employeur a un droit de gérance. Si t'es pas content puis qu'il y a quelque chose là-dessus dans la convention collective, tu fais un grief puis tu attends. Puis tu peux attendre longtemps. Donc puis il y a aussi l'idée que la convention que la santé et la sécurité du travail, ça doit être séparé des relations de travail. Il dit qu'il est très prégnante, qui est très présente et qui a influencé même l'organisation syndicale en matière de santé et de sécurité du travail, l'idée que ça doit être des choses séparées. Alors, on présente que des résultats préliminaires avec de la phase 1, donc des entrevues avec des acteurs nationaux, dans une des deux centrales syndicales, mais qui nous donnent des pistes qui rejoignent en bonne partie la littérature antérieure, mais qui nous donnent aussi quelques idées là, sur ce que les syndicats pourraient vouloir faire là, pour revitaliser l'action en matière de prévention. Donc, je me concentre d'abord sur la notion de répertoire d'action, c'est-à-dire que font les syndicats
pour agir de manière significative. Et donc là, c'est absolument pas exhaustif. Mais donc, ce qu'on a observé, c'est que d'après ce que les acteurs nationaux nous disent, c'est que bien sûr, le moyen le plus utilisé, c'est le comité paritaire de santé et de sécurité. Mais c'est paradoxal parce que ceux qui n'en ont pas en souhaitent un et ceux qui en ont peuvent en faire un usage qu'ils jugent intéressant, mais ils y trouvent beaucoup de limites qui sont tout à fait corroborées par les écrits scientifiques, là, les derniers bilans là, de IACI, par exemple, là, sur ce qu'on peut attendre des comités de santé et sécurité. Un autre moyen qui nous a semblé être vraiment puissant, c'est l'intervention directe via un représentant syndical en prévention. C'est facilité si la réglementation s'applique. Parfois, on réussit à le négocier et à le maintenir dans le temps. Merci. Mais dans tous les cas, l'indépendance de cette personne-là est à défendre âprement. Quand cette personne-là existe, ça facilite l'organisation du recours à des droits de refus de manière stratégique. Ça facilite le recours à l'inspecteur de la CSST, quoique ça ait beaucoup de limites de plus en plus. Ça facilite la mobilisation directe pour des mesures préventives et ça permet une intervention directe auprès des membres pour les soutenir dans leurs demandes face à des risques et éventuellement pour aussi encourager des comportements plus sains et sécuritaires là, pour tout le monde. On nous a parlé aussi de démarches paritaires qui impliquent des chercheurs pour la recherche d'une solution préventive à des problèmes particuliers. Et beaucoup plus rarement, et ça, c'est ce qui nous intrigue et nous intéresse, l'usage de la négociation de la convention collective, qui pourtant est supposé être le principal moyen d'action syndicale. Donc, c'est plutôt exceptionnel que ce soit utilisé spécifiquement pour des questions de santé et de sécurité. Et quand ça l'est, c'est souvent pas explicitement ou pas intentionnellement pour la prévention, c'est-à-dire que toutes sortes d'éléments de la convention collective, dans le fond, ont un effet sur la santé, mais on l'appelle pas nécessairement santé et sécurité du travail, comme quand les femmes de chambre des hôtels au Québec ont réussi à faire diminuer le nombre de chambres à nettoyer par jour. Ben, on n'appelle pas nécessairement ça santé et sécurité, mais c'est clair que ça a un effet sur le système musculo-squelettique puis sur les risques psychosociaux. Et certains, pourtant, sur des questions vraiment de santé et de sécurité du travail, sont allés jusqu'à la grève et à la mise en lock-out et ont fait des gains. Donc, il y a un potentiel là, tout à fait intéressant. Donc là, je passe à un autre élément, c'est-à-dire qu'est-ce qui influence le répertoire d'action, le fait qu'on fasse quelque chose ou qu'on ne fasse plus ou moins, et qu'est-ce qui influence le choix qu'on fait et d'être plus ou moins proactif, là, pour utiliser un terme très à la mode. Et là, je remonte au contexte syndical local, à des caractéristiques structurelles, dont la taille en particulier, et à des ressources de pouvoir, donc qui nous viennent du modèle de Lévesque et Murray, et à ce qu'eux ont appelé des aptitudes stratégiques, mais je dirais plutôt des capacités qu'on développe dans l'action. Alors, le premier élément de ce modèle-là, dans les ressources dont parle Lévesque et Murray en termes de renouveau syndical, c'est le fait d'avoir vraiment des ressources organisationnelles, d'avoir du monde pour s'occuper de prévention. Et là, il y a une grande diversité, c'est-à-dire soit qu'on n'en a pas du tout, il y a personne qui est disponible pour faire cette job-là, soit qu'on a des gens, mais qui sont complètement à l'écart du reste de la vie syndicale ou des gens vraiment intégrés dans la structure et qui assistent aux réunions de l'exécutif, ont un comité syndical en santé et sécurité, puis il y a même des tâches en prévention, d'avoir les yeux ouverts, qui sont assumées par les délégués, pas prévention, là, les délégués ordinaires, les shop stewards. On voit aussi qu'il y a des grandes disparités de ressources en temps, parfois rien comme libération, ou parfois des syndicats qui ont négocié la libération à temps plein d'un représentant à la prévention, alors que leur président de syndicat n'est pas libéré à temps plein. Et puis, ils se sont battus pour maintenir ça. Un autre type de ressources dont parle Lévesque et Murray, c'est ce qu'ils appellent les ressources narratives, donc la capacité de comprendre les choses, puis de cadrer, puis d'avoir un discours. Et la formation est une ressource très importante là-dessus. C'est pas nouveau, c'était établi par d'autres chercheurs avant, dont David Walters.
Et donc là, il y a une large offre de formation générale ou spécifique. L'accès est large parce qu'il y a encore un soutien financier via le régime de santé et sécurité du travail. C'est apprécié. Par contre, ce qu'on sait moins et qu'on explorera dans nos travaux à venir, c'est qu'est-ce qui explique le fort roulement à la suite de la formation. Et un des points qui nous a été souligné, c'est le peu de place pour la prévention dans la formation des nouveaux membres d'exécutifs ou des nouveaux délégués qui ne sont pas des délégués santé-sécurité ou des représentants à la prévention. Donc, un chemin vraiment séparé. Et donc, ça semble poser problème. Un autre type de ressources dont parle Lévesque et Murray, c'est l'insertion dans des réseaux. Puis là, on a vu qu'effectivement, il y a beaucoup d'imagination pour aller chercher beaucoup de ressources à l'intérieur des syndicats ou dans la structure syndicale nationale, et au niveau national, on va chercher de l'aide de chercheurs, de médecins experts, etc. Donc, des moyens très diversifiés d'aller chercher de l'aide. Par contre, encore une fois, là, les conseillers syndicaux généralistes qui assistent les syndicats dans le day-to-day, ils sont souvent peu formés en matière de prévention, parfois plus en matière de défense, en matière d'indemnisation, et donc peut-être moins alertes pour souligner des thématiques sur lesquelles il pourrait y avoir des actions. Et donc ça, c'est peut-être éventuellement une piste d'action. En lien avec ça, il y a ce qu'on appelle l'aptitude de cadrage, une capacité à faire une place à la prévention. Et puis là, on voit qu'il y a une grande disparité dans les structures syndicales nationales qu'on a interrogées. Donc, des écarts dans la perception de l'importance de la prévention par la direction du syndicat, et ce qui a un impact sur les ressources. Parfois, on voit ça comme un service plutôt individuel, là, comme les assurances collectives, un petit peu comme ce que Rachel a souligné, alors que d'autres voient ça vraiment comme une priorité syndicale, un enjeu important pour les membres qu'on doit relayer. Malheureusement, même dans le dernier cas, on n'a pas vu d'endroit où il y avait du personnel dédié seulement à la prévention, alors que c'est largement souhaité. Et puis, donc, ces personnes-là doivent essayer d'arbitrer leur temps entre la prévention et tout le travail de coordination de la défense des travailleurs accidentés ou victimes de maladies professionnelles, ce qui est très envahissant. Et donc, il y a aussi au niveau local des disparités importantes dans l'importance que ça prend, puis c'est particulièrement difficile dans les petits syndicats à cause du cumul de tâches des gens sur les exécutifs. Puis aussi, c'est vu comme quelque chose de très complexe, compliqué, puis ça prend des gens passionnés. Donc, pour certains, c'est toujours le parent pauvre, même dans les grands syndicats, la prévention. Malgré tout, il y a des syndicats locaux pour qui c'est l'enjeu majeur sur lequel ils ont fait des bagarres importantes. Alors, une autre capacité là, qui est relevée là, pour le renouveau syndical, c'est la capacité de faire l'arbitrage et l'articulation en différents enjeux pour les membres du syndicat. Et ici, nous, on a repéré la difficulté de faire l'arbitrage entre toute l'énergie qui doit être mise à faire la défense des travailleurs accidentés. C'est envahissant, quel que soit le niveau où c'est assumé, que ce soit à niveau local ou national, parce qu'il y a une très grande diversité de structures. Le cumul semble nuire à la prévention parce qu'il y a des délais pour la défense, il y a des gens dont tout l'avenir est en jeu. Donc, le cumul nuit, mais une trop grande séparation, ça nuirait aussi à l'articulation et la récupération possible de ce qui se passe en matière de défense, donc d'indemnisation, vers la prévention. Donc, le juste équilibre semble difficile à trouver parce que parfois, en effet, on réussit à faire un suivi des dossiers d'indemnisation jusqu'à des actions en prévention. Puis parfois aussi, on choisit là, de mettre beaucoup d'énergie sur des dossiers en matière d'indemnisation pour pouvoir faire pression en matière de prévention. Une autre aptitude qu'on a repérée, là, c'est l'arbitrage entre la prévention et d'autres enjeux pour les travailleurs. Puis, ce qu'on constate dans ce qu'on nous dit, c'est que les demandes d'amélioration en matière de prévention, c'est souvent, dans le contexte actuel, souvent parmi les premières qui sont abandonnées lors de la négociation, et que la prévention peut être en concurrence ou en contradiction avec d'autres intérêts. Alors, le premier, j'ai mis un plus ou moins parce que c'est bien sûr que l'amélioration des conditions salariales dans des secteurs, disons, comme l'alimentation, ben c'est bon pour la santé là, d'être moins serré dans son budget, puis de savoir un peu plus où on s'en va, puis tout ce qui réduit la précarité, c'est très bon pour la santé. Mais en même temps, ça fait en sorte qu'il y a peut-être des choses qu'on laisse tomber qui
qui améliorait les conditions immédiates sur le plancher dans les conditions de travail et non seulement d'emploi. Puis il y a des obstacles que vous connaissez bien, là, qui est la rémunération fondée sur un nombre élevé d'heures supplémentaires. On s'attend à travailler des heures supplémentaires, ce qui est pas très bon pour la santé, mais bon. Et puis tout ce qui est le boni à la production, etc. Parfois c'est défendu âprement par des travailleurs qui trouvent une portion importante de leurs revenus. Puis les questions des horaires de travail sont aussi des questions qui font l'objet de difficultés là, parce que la santé et la sécurité peut être en contradiction avec bien d'autres critères. Alors finalement, la ressource essentielle, et malheureusement je n'ai pas de réponse là sur qu'est-ce qu'on fait pour solidifier tout ça, c'est bien sûr ce que l'évêque Emery appelle la solidarité interne. C'est clair que c'est le fondement de l'action syndicale en prévention, c'est la mobilisation. Et là, on nous a parlé beaucoup du piège du représentant Robin des Bois qui agit seul et qui s'épuise, hein, qui peut faire un grand bout à avoir des victoires, puis tout ça, y compris en matière d'indemnisation, mais qui finit par s'épuiser, se brûler, puis qui donne pas le goût aux autres de s'impliquer parce que ça a l'air complètement épuisant. Donc, la mobilisation est clairement au cœur de l'amélioration des conditions de santé et de sécurité du travail. Et puis, on nous dit aussi qu'il y a un potentiel mobilisateur très important de l'effet des conditions de travail sur la santé. Et on nous dit, ben pour réussir à mobiliser, il faut avoir du fun. Donc, il y a plein de stratégies très imaginatives qui ont été, qu'on nous a évoquées. Alors, des répondants considèrent que s'occuper de prévention, c'est à la fois un moyen de démontrer aux membres la pertinence du syndicat, mais aussi un moyen de revitaliser le syndicat. Et donc, la question, c'est comment on fait pour mobiliser. Je termine avec ce qui s'en vient pour nous, puis pour vous mettre l'eau à la bouche. Donc, l'idée que on va faire des études de cas dans des syndicats qui nous ont été identifiés comme étant des gens qui ont fait des actions très importantes et donc qui ont négocié la présence d'un comité et qui l'utilisent de manière très significative, qui ont négocié le contrôle d'un contaminant irritant et cancérogène et qui ont été en grève puis en lockout là-dessus, et d'autres qui ont négocié le maintien du représentant à la prévention à la suite d'un lockout. Merci.